Bonjour Emmanuel Todd, Bonjour. merci d'avoir accepté de réaliser cet entretien chez Gavroche Média. Vous êtes historien, démographe, anthropologue et vous êtes connu pour avoir élaboré une théorie sur les systèmes familiaux et leur transcription au niveau des politiques nationales. Vous avez sorti en 2022 un ouvrage sur la place des femmes dans les systèmes familiaux et dans votre théorie qui s'intitule Où sont-elles, publié aux éditions du Seuil. Et c'est là-dessus que nous aimerions vous interroger aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, bonjour Monsieur Todd. On ne vous attendait pas vraiment sur le terrain du féminisme. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de l'écriture de ce livre? Alors, pour moi, le problème, c'est pas tellement le féminisme, c'est que j'avais toujours utilisé les systèmes familiaux traditionnels, que je connais par cœur, si on peut dire, les systèmes familiaux paysans, pour comprendre, interpréter la vie sociale présente. Donc, je partais de structures familiales anciennes et je voyais comment ça influençait la modernisation des sociétés dans les domaines politiques, économiques et autres. Et je m'étais toujours tenu à l'écart de l'évolution récente des systèmes familiaux. Et bien entendu, l'évolution récente des systèmes familiaux, c'est l'émancipation des femmes. Et donc là, je me suis décidé à attaquer ce qu'on pourrait appeler de l'anthropologie du présent, en fait, pour elle-même, en fait, à travers cette question des femmes. Maintenant, il est vrai que j'ai été un peu motivé par l'émergence de ce néo-féminisme, je dirais, un peu anti-masculin, les débats sur le féminicide, MeToo, etc., parce que ça me paraissait bizarre, non, nouveau en France, en fait. Et que ça, alors je pensais que c'était plutôt un truc du monde anglo-saxon, et ça m'a déclenché. Et l'espèce d'agacement initial que j'avais a été, je dirais, résorbé par l'intérêt de la recherche. Parce que c'est quand même passionnant de voir enfin, ce qui se passe, je veux dire, des phénomènes comme, pas simplement le dépassement des hommes sur le plan éducatif par les femmes, dehors du secteur réservé, des grandes écoles et autres, mais en fait l'ancienneté de ce dépassement. Quand j'ai découvert que la première génération dans laquelle plus de filles en proportion que de garçons avaient eu le baccalauréat, c'était ma génération, dès 1968, j'ai vu la profondeur, l'importance. Et maintenant, je continue dans mon travail de géopolitique, je continue à voir de plus en plus l'importance de de l'émancipation des femmes comme facteur d'évolution historique. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'anomie des femmes, c'est-à-dire une sorte de déception face à la découverte de l'angoisse économique? C'est-à-dire que le but du livre, c'était aussi d'expliquer ce féminisme de troisième vague, qui est un féminisme de colère. En fait, d'un point de vue vieil homme de ma génération, c'est très surprenant quand même, toute cette espèce de fureur dirigée contre les hommes, qui s'améliore plutôt, je trouve, en fait, sont plus civilisés qu'autrefois. Et j'ai fini par comprendre que, combinant sociologie de type durkheimien, analyse de classe, etc., qu'en fait, ce qu'on observait n'était pas juste un mouvement féminin, mais aussi un mouvement de classe et de désorganisation sociale. C'est-à-dire que les femmes, les féministes très en colère, et qui ont beaucoup d'influence, tout ça existe dans la société, se sont révélées être pour moi des femmes de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire pas toutes des femmes, et en situation, je dirais, à la fois, enfin, d'anomie au sens durkheimien. L'anomie durkheimienne, c'est pas l'isolement, hein. Ça c'est l'anomie au sens de la sociologie américaine. L'anomie durkheimienne, c'est dans une société qui évolue très rapidement, le fait que les individus ne savent plus ce à quoi ils ont droit dans l'existence. Et, et donc avec des gens qui sont contents, et puis des gens qui sont déçus, et des phénomènes de colère.
Et donc, ce que j'ai finalement découvert ou cru percevoir, c'est que si on prend les femmes au sérieux, on admet qu'elles s'émancipent, on les traite comme des mecs. Et donc, il leur arrive ce qui est arrivé aux hommes des générations précédentes, dont l'anomie durkheimienne. Et l'anomie durkheimienne, ce qui avait permis à Durkheim d'expliquer la montée du suicide à la veille de la guerre de 14, à la fin du 19e siècle, c'était cette insatisfaction. Et donc, j'ai fini par interpréter ce féminisme, le néo-féminisme, comme associé ou largement provoqué par une insatisfaction des femmes dans certaines catégories, dans la petite bourgeoisie, et dans une période très particulière, qui est une période de déclin économique. C'est-à-dire mon livre précédent, Les luttes de classe en France, au XXIe siècle, analysait des colères et du ressentiment dans tous les groupes sociaux. Et finalement, là, je déplace le projecteur, je dis, les femmes de la petite bourgeoisie expriment d'une autre manière un certain type de colère. Alors, ce que j'ajoute, car je suis un personnage complètement archaïque, j'ai quand même au début du livre cette espèce de saut épistémologique qui a fait trembler, qui m'a fait trembler moi-même quand je l'ai fait, puisque j'ai défini les femmes comme ces êtres humains qui peuvent porter des enfants, et hors de cas de stérilité, c'est très précis. Et les hommes comme l'inverse. Et donc, à l'incertitude du destin social qui touche les femmes des nouvelles générations, particulièrement de la petite bourgeoisie, s'ajoute ce problème du choix de procréer ou pas procréer. Donc ça ajoute une dimension de complexité à la condition féminine. Mais justement, par rapport à ce désir d'enfant, un récent sondage du magazine... C'est pas désir, c'est possibilité d'avoir d'enfants. Je oui. considère, moi, je ne suis pas un vieil anti-féministe, je considère que les femmes ont le droit de ne pas avoir des enfants. Mais la possibilité est là, c'est ça le problème. D'accord. Mais justement, par rapport à ce droit, des récents sondages donnent le chiffre suivant, c'est-à-dire que 30% des femmes en âge de procréer ne désirent pas avoir d'enfants. Oui. Et qu'est-ce que ce chiffre vous évoque, signifie pour vous? Est-ce qu'on peut y voir une nouvelle rupture anthropologique? Mais j'ai pas besoin du chiffre. Si vous voulez les sondages, je peux les utiliser, je le fais de temps en temps. Mais quand on est démographe et quand on regarde les phénomènes de procréation, on n'a pas besoin des sondages, on n'a qu'à regarder les indicateurs de fécondité. Et je sais que tout le monde est en train de s'inquiéter de l'explosion de la population mondiale, 8-10 milliards, je ne sais plus. Mais pour les démographes raisonnables, surtout ceux qui travaillent sur le monde avancé, en fait maintenant tous les pays du monde avancé sont en sous-fécondité. C'est-à-dire même les États-Unis maintenant sont à 1,6 enfants par femme. La France est celui qui résiste le mieux, 1,8. On reste un pays un peu exceptionnel, mais on n'est quand même pas au niveau. La Chine est à 1,3, l'Allemagne doit être à 1,5. Le record, c'est la Corée, la modernité, à 0,8 enfants par femme. Ils fabriquent des puces électroniques, je ne sais pas si ça empêche de procréer, mais bon... Ils vont bientôt travailler 80 heures par semaine. Maintenant. Voilà, les Russes sont 1,5, mais en fait, tout ça indique que les sociétés les plus avancées, où les femmes font des études, beaucoup d'études, et plus que les hommes maintenant, ont des problèmes pour se décider à avoir des enfants. Donc je n'ai pas besoin du sondage. Donc il y a ce que votre question me dit qu'en fait il y a une véritable crise des sociétés avancées et qu'il est vraisemblable que sans être le moins du monde réactionnaire, on est forcé de se poser la question, d'une contradiction entre l'émancipation des femmes et la capacité des sociétés à continuer. C'est un peu cruel de dire les choses comme ça. Mais davantage que la question, par exemple, écologique, qui fait que ce désir peut être... La question écologique, j'ai toujours admis que j'avais une faible conscience écologique. Je suis un vieux productiviste des 30 Glorieuses.
je commence à comprendre, maintenant, le réchauffement climatique, tout ça, très bien, mais si vous voulez, il y a des gens qui font ça très bien, la question écologique. Je vois très bien l'inquiétude écologique dans la jeunesse. Je vois des jeunes générations qui deviennent végétariennes. Je vois tout un monde qui se crée et auquel je ne participerai pas, auquel je ne participe déjà pas. Mais c'est le monde du futur. C'est ce que je considère vieillir avec sérénité. C'est-à-dire accepter l'idée qu'un monde se fabrique sur lequel on n'a plus prise. Mais je reste, pour moi-même, convaincu que cette inquiétude écologique, elle a une composante rationnelle. Je veux dire, le réchauffement climatique, ça existe. La destruction de l'environnement, ça existe, la malbouffe, ça existe, mais il y a aussi cet autre problème qui est la reproduction, et en vérité, ce dont on est menacé, c'est d'un double choc, c'est-à-dire c'est de deux chocs en cascade, c'est-à-dire d'avoir peut-être dans un premier temps une sorte de choc écologique négatif, celui que tout le monde redoute, et puis immédiatement dans la foulée, le choc d'un effondrement de population. Mais, ou dans l'autre sens d'ailleurs. Qui se pose la question de savoir si actuellement les taux d'inflation qui montent partout ne sont pas déjà l'effet de la contraction des populations actives? Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Contraction de la population active. Même en France, qui se demande si les raisons pour lesquelles on ne trouve plus de gens pour conduire des autobus, etc., n'auraient pas un rapport avec un rétrécissement de la pyramide des âges. Vous voyez ? Merci. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une féminisation de la société, du coup, dans les mœurs Est-ce qu'on peut qualifier ça de féminisation? Oui, je crois, tout à fait, on peut le dire. C'est-à-dire que la question féminisation, alors, il faut faire attention, il ne faut pas essentialiser. C'est-à-dire que je pense qu'on peut décrire des caractéristiques psychosociales féminines par rapport ou masculines, héritées du passé, qui agissent dans le présent, mais sans dire le moins du monde que c'est pour l'éternité. C'est-à-dire que si, comme je fais dans mon bouquin, je dis que les femmes sont quand même moins porteuses des sentiments collectifs, pas chargées de la survie du groupe, de la guerre, toutes ces choses sympathiques, on peut très bien dire tout ça, bon, alors on peut dire oui, féminisation, donc il y a un rapport entre l'effondrement des croyances collectives, la capacité des sociétés avancées à agir collectivement, puisque maintenant les femmes sont au cœur de la pensée, de l'idéologie, de la façon d'être, de sentir, donc on peut associer l'émancipation des femmes dans le présent à l'effondrement du sentiment national. Pourquoi pas? En fait, on peut faire ça, mais ça ne veut pas dire... on peut faire des tas d'autres choses. On peut associer l'émancipation des femmes à l'expansion du tertiaire, comme je le fais, et au reflux de la production industrielle, à l'incapacité de l'action collective en économie. Alors, je tourne un petit peu. Mais ça n'est pas dire que c'est pour toujours. Et ça fait beaucoup de griefs pour les femmes. Mais ce n'est pas des griefs. C'est pas des griefs. Dès qu'un chercheur dit un truc qui n'est pas agréable pour l'idéologie du temps, on dit c'est des griefs. Et si vous voulez, moi, je me souviens très bien, mon premier cas de conscience idéologique, c'est quand j'avais écrit ce bouquin, c'était début des années 80, qui s'appelait L'enfance du monde, structure familiale et développement, dans lequel j'étudiais très en détail le développement de l'alphabétisation et les systèmes familiaux. Et j'étais arrivé à la conclusion que les systèmes familiaux très dynamiques pour le développement éducatif étaient des systèmes familiaux, je vais vous surprendre, féministes, ou avec un statut élevé des femmes, bonjour le macho, et ça comme, je suis un enfant de 68, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on pensait que les hommes et les femmes étaient simplement égaux dans ma génération et dans mon milieu. Et donc ça, j'en étais très content. Et puis j'avais aussi découvert que les systèmes familiaux autoritaires, de type allemand, japonais, ou du sud de l'Inde, au Kerala, pour d'autres raisons, avaient aussi un gros potentiel éducatif. Et ça ne me plaisait pas du tout. Et donc je l'ai dit, mais
où est la notion de grief. Vous voyez vous voyez ce que je veux dire? Vous C'est quelquefois, oui. moi je suis un chercheur, donc en fait, je trouve des trucs qui font pas plaisir aux gens, Mhm. mais je trouve aussi des trucs qui me font pas plaisir. Je veux dire, moi je trouverais ça génial si les femmes sont émancipées et ça n'a juste aucune conséquence négative. Mais Tout est mieux, vous voyez? Mais Mais la vie n'est pas comme ça. Ce qui peut-être vous a été reproché, c'était que justement, il y avait cette impression, où il y avait peut-être de fait, une causalité, vous établissiez une causalité entre l'émancipation des femmes et justement cette tertiarisation, cette désindustrialisation Oui. qui a des conséquences négatives, comme on le sait. Oui. Alors, est-ce que vous établissez cette causalité et comment vous la montrez, cette causalité? Causalité, je parlerais plutôt de rapport fonctionnel. Tout ça se passe ensemble, d'un seul mouvement. Il y a aussi l'opposé. Je constate aussi, j'ai une très belle carte à la fin du livre, que les systèmes familiaux patrilinéaires, donc moins féministes de nature, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs du tout que les femmes y font moins d'études, de type russe, chinois ou même en Europe de l'Est, ne vivent pas cette désindustrialisation. Puis ça se combine à la mécanique de la globalisation. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas, je sais pas comment expliquer, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Si vous voulez, tout le monde pense que je suis un sale type qui veut dire des trucs désagréables ou le contraire de ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est une attitude de chercheur. C'est, comment dire, le chercheur a un mauvais esprit. Je veux dire, un chercheur doit trouver des trucs auxquels les autres n'ont pas pensé. Donc, en fait, un chercheur doit dire des trucs, un bon chercheur. Enfin, imaginez, vous êtes là, vous êtes chercheur, vous êtes payé par le CNRS, hein, et donc, vous dites, votre éthique de chercheur, éthique entre guillemets, ça serait de dire, bah écoutez, voilà, moi je suis un type gentil, j'ai pas envie de faire de la peine aux gens, je suis modeste, et donc je vais rien trouver pour faire de la peine à personne. Rien de neuf, pour pas choquer. Ça quand même. Un chercheur doit choquer, mais en tant que chercheur, pas sur la base de préférences idéologiques. Donc c'est vrai que j'ai toujours écrit des trucs bizarres. L'Union soviétique va s'effondrer, hein. Les États-Unis, ça va parler fort. Ah, ben les gens pensent qu'ils sont libres et qu'ils ont des idéologies décidées, enfin définies par des philosophes au XVIIIe siècle, etc. Mais non, pas du tout. C'est parce que c'est la famille nucléaire qu'ils ont été programmés par leur éducation libérale pour penser que les hommes sont libres. Donc tout le monde est furieux. C'est une insulte au déterminisme. Ensuite, je dis, alors le début du drame, c'était qui est Charlie. C'est-à-dire, les mecs sont là dans la rue en disant qu'ils défendent la République contre les attaques de l'obscurantisme, etc. Puis je vois la carte des manifestations et je vois la carte du vieux catholicisme français anti-républicain. Et donc je dis, ben non, ça doit être autre chose quand même. C'est autre chose, mais c'est un truc de chercheur. Et pour les femmes, c'est pareil. C'est-à-dire que, et c'est vrai qu'en un sens, la thèse la plus discutable du livre, et pour moi la plus intéressante, c'est celle, justement, qui établit rapport, je dirais, particulier entre les femmes et l'individualisme. C'est-à-dire, bon, je suis parti des chasseurs-cueilleurs, donc avec cette division sexuelle du travail tout à fait universelle. Les hommes chassent, et c'est pas juste, et les femmes non. Et c'est pas juste que les hommes chassent, c'est que, contrairement aux produits de la cueillette, qui sont plutôt féminins, le produit de la chasse est partagé dans le groupe. Je pars de là et je fais l'hypothèse que, et ça s'étend à d'autres choses, justement, de ce que les hommes sont porteurs du collectif, sentiment collectif. Et sur la base de ça, j'explique que je fais l'hypothèse, tout en disant que c'est pas possible de vraiment le démontrer. Le livre est complètement explicite là-dessus. Et je dis il y a deux choses très importantes.
dans la société récente, deux mouvements fondamentaux, l'émancipation des femmes et puis l'effondrement des croyances collectives. Et donc on se doit de poser la question d'un éventuel rapport entre les deux. Je trouve ce lien à travers les chasseurs-cueilleurs. Et ça, on va dire, vraiment, ce type est atroce, c'est un cœur. Mais je dis aussi dans le bouquin que la chute de ces sentiments collectifs, qui sont de contrainte, permettent aussi d'expliquer la disparition de toutes sortes d'autres choses atroces. Je dis bien, l'homophobie, je dis bien, c'est une affaire d'hommes. Ce sont des hommes qui persécutent des hommes. L'arrivée aux commandes idéologiques des femmes dans les classes moyennes, pulvérisation de l'homophobie. Vous voyez, c'est le racisme. Ça, le racisme, c'est le groupe, c'est le collectif. Je dis bien que les hommes sont beaucoup plus porteurs, ou étaient beaucoup plus porteurs, du sentiment racial du groupe. Et je dis, l'émancipation des femmes, ça explique largement l'effondrement, quoi qu'on en dise, du sentiment racial et du racisme par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais gamin. Donc, vous voyez, j'ai pas une attitude, ça j'en suis content. L'effondrement de la capacité d'action économique, j'en suis pas content, mais en vérité, ce que je pense n'a aucune importance. La question c'est de savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça va changer, vous voyez. Est-ce que du coup, l'insertion réelle des femmes dans la lutte des classes et dans le monde entre guillemets d'hommes pourrait faire réémerger à travers elles, par elles, et effectivement en collaboration avec les hommes qui sont toujours dans ce monde-là, une nouvelle conscience collective, qui du coup, après destruction de la conscience collective d'avant, refondrait quelque chose sur ses ruines? Non, mais logiquement, il n'y a pas, si vous voulez, dire que les femmes n'arrivent pas maintenant, dans cette nouvelle société, porteuses d'une grosse potentialité collective. Quelque part, c'est une évidence. Quand on voit le développement de la littérature sur le développement personnel, le public féminin, mais ça n'est pas dire du tout que c'est pour l'éternité. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que, je veux dire, la transition que je décris se fait en 70 ans. Ces différences ont duré entre 100 000 et 300 000 ans. Ce serait hyper surprenant que ça disparaisse si vite. La vraie question qui est posée, c'est pas du tout la capacité des femmes à développer une capacité de prise en charge du collectif. C'est l'échelle de temps. C'est combien de temps ça va prendre. Combien de temps ça va prendre. Parce qu'il y a de l'urgence. En fait, maintenant, les sociétés sont en crise. L'une des manifestations de cette crise, c'est le retour de la guerre. Et les problèmes écologiques. Puisque les problèmes écologiques sont typiquement, si on voulait vraiment sérieusement, pas se lamenter, mais agir, il faut de l'action collective au niveau des États. Et donc, la vraie question, c'est la question de est-ce que ça va se faire en 20 ans, en 10 ans, en 200 ans? Je veux dire l'accession des femmes, d'autant plus que les hommes, dans une société de matridominance, perdent leur capacité d'action collective. Je veux dire, les hommes ne sont plus porteurs actuellement, dans un pays comme la France, d'une grosse aspiration à l'action collective. Donc il y a une question de temporalité. Alors, si ça va interférer aussi avec ce qui est prévisible des chutes brutales de niveau de vie. Est-ce que la chute brutale du niveau de vie va tout d'un coup réveiller tout le monde et faire muter la société? Mais moi, je fais la prospective, je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin. Parce qu'en conclusion de votre ouvrage, vous dites qu'on a tout intérêt à compter sur les capacités proprement féminines pour affronter justement ces crises futures. Et est-ce que, on peut dire que plus que jamais la femme est l'avenir de l'homme, comme dit Aragon Non, moi je dis pas des trucs comme ça, et honnêtement, il faut savoir s'arrêter. En fait, je sais pas comment dire. Il faut savoir rester un chercheur. En fait, il y a deux types de prospectives. Il y a une prospective qui est possible et une prospective qui n'est pas possible. Et la prospective qui est possible, c'est une fausse prospective. C'est celle qui a fait ma réputation. C'est-à-dire, vous prédisez l'effondrement du système soviétique. Hein.
impeccable, fastoche. Vous prédisez que ça va bouger dans le monde arabe, parce que, comme en Russie, le taux d'alphabétisation s'élève, la fécondité baisse, les gens changent, etc. Vous prédisez un affaiblissement du système américain. Tout ça, c'est facile parce que dans le cas, par exemple, de la Russie, du monde arabe, en fait, vous prédisez des choses pour des sociétés qui sont en retard et qui sont en rattrapage et qui se situent justement par rapport à ces États-Unis ou à cet Occident qui fait la course en tête. Donc vous avez une idée des trajectoires possibles, de ce qu'ils vont rencontrer, etc. Pour le déclin des États-Unis, c'est pas de la vraie prospective, c'est de l'observation de ce qui se passe. Donc, par exemple, actuellement, la mortalité américaine augmente. C'est pas de la prospective, c'est juste une observation non myope de ce qui se passe. Mais si vous commencez à réfléchir, vous dites quel va être l'avenir des sociétés qui font vraiment la course en tête, celles où les femmes sont émancipées, où tous les appareils industriels ont été détruits. Enfin, si je dis comme ça, on va se dire on peut faire de la prospective quand même. Mais en fait, pas vraiment. Vous voyez, la vraie nouveauté n'est pas prévisible. La vraie nouveauté n'est pas prévisible. C'est les fausses nouveautés qui sont anticipables. Et donc là, pour ne pas répondre à votre question, le chercheur doit s'arrêter et dire, j'allais dire on verra, je veux dire vous verrez, mais pas moi. On peut l'espérer. J'aimerais revenir sur la question de la conscience collective chez les femmes. Alors c'est peut-être un peu paradoxal comme propos, et donc controversé, comme on l'a bien vu avec les interventions que vous avez pu faire précédemment. On va controverser quand même la sortie du livre sur le plan de la discussion n'est pas très satisfaisante. Bien sûr. C'est-à-dire parce que d'un côté, j'avais des gens plutôt du côté conservateur qui pensaient que j'étais un type merveilleux. Donc moi, j'aime... Qui n'ont pas lu. J'aime... Ceux, voilà, qui pensaient que j'étais un type merveilleux, mais je ne vais pas dire au fond de moi-même, je pense que je reste vraiment de gauche, quoi. Et je peux pas, moi, vraiment, et donc, être déifié par des gens de droite, je sais pas comment dire, ça fait mal au cœur. Dont je sais qu'ils sont a priori d'accord avec moi, pour d'autres, c'est pas très bien. Quant à se faire insulter par des femmes censées être de gauche, féministes, etc., qui n'ont pas lu une ligne du livre, c'est pas très satisfaisant non plus. Donc en fait, quand même, il n'y a pas eu de débat sur ce livre. Oui. Et de toute façon, Poutine s'est assuré que le débat s'arrête en envoyant l'armée russe en Ukraine, puisque les préoccupations des gens ont brutalement changé. Alors, il y a une nouvelle théorie du complot qui va émerger sur Poutine a tout fait pour plutôt ne vende pas son livre. Arrêtez. Non, je rigole. Alors, conscience collective des femmes. En plus, on me soupçonne d'avoir une vision trop compréhensive par rapport à la Russie. Alors vraiment... on va pas C'était une blague. Ne nous engageons pas sur ce terrain. C'était une blague. Alors, conscience collective des femmes. Il y a quelque chose qui revient souvent en sociologie, c'est l'idée que le genre féminin est associé aux valeurs de care, de soin, et donc lié à l'altruisme. Alors du coup, c'est peut-être un peu paradoxal avec l'idée que les femmes ne sont pas porteuses de collectif. Parce que le genre féminin serait tourné vers l'autre. Justement, alors c'est parce qu'il y a une sorte de paradoxe, donc j'aimerais que vous l'expliciquiez, parce que comme les gens n'ont pas lu votre livre, notamment dans le camp féministe, ce serait intéressant de voir... Non, mais la théorie du care, typiquement, c'est... Comment dire? Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand je parle d'hommes porteurs du sentiment collectif, pour moi, c'est pas un truc juste sympa. Collectif, c'est la gestion du groupe, c'est la guerre, c'est des grands travaux aussi, et surtout, ça ne suppose pas chez les hommes acteurs de ça
ce qu'on appellerait de l'altruisme. Mhm. Ça va être des guerriers stupides. Genre, bah, je suis le plus fort. Vous voyez, quand vous Oui. êtes chez les Donc- chasseurs-cueilleurs, Mhm. enfin, des gros lourds, Donc, quoi. en fait, Bon, mais et en fait, chez les chasseurs-cueilleurs, qui sont quand même pas mon idéal, mais mon modèle de référence historique, vous allez trouver des femmes qui s'occupent bien entendu de leurs enfants, en priorité, même si les pères sont très présents euh, chez les chasseurs-cueilleurs, et, et des vieux, et donc du care, et qui sont en fait porteuses de l'altruisme, mais c'est un altruisme interindividuel, Mhm. c'est un intérêt envers les personnes concrètes. Et en ce sens, la théorie du care n'est qu'un recyclage du care des chasseurs-cueilleurs. Mhm. Et donc pourrait être caractérisé par un type qui, contrairement à moi, aurait très mauvais esprit, euh, comme hyper féminin, individualiste, vous voyez, je veux dire, Mhm. pas. J'en parle dans le livre, hein. Mhm. J'en parle, j'ai même une longue note sur le care. Bah, merci, ça permet de préciser un peu en fait. Ouais, 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 Parce ouais. que vous, comme vous l'avez dit, tout le monde ne l'a pas lu, parmi notamment vos détracteurs, donc c'est pour ça que. Parmi mes qu'il est détracteurs, intéressant. personne ne l'a lu. C'est C'est intéressant hallucinant à en fait. mentionner. J'ai jamais vécu un truc pareil. Au moins, quand même, c'est. En fait, comprenez-moi bien, je trouve ça rigolo, en fait, parce que ce qui est vraiment rigolo, ça doit faire 45 ans que j'écris des bouquins, donc on commence à avoir une sorte d'expérience, on voit l'ensemble, on voit comment se passent les réactions, et donc je suis quand même super habitué à me faire taper dessus. C'est quand même, c'est pas. Mais en fait, on se fait taper dessus toujours différemment. Donc, par exemple, qui est Charlie? Ça avait été violent, hein. Ça avait été très violent. J'en étais tombé malade, en fait. Mais les gens qui me tapaient dessus pour qui est Charlie avaient lu le livre. Donc c'était tout à fait particulier. Mais là, c'était vraiment des trucs incroyables. C'est-à-dire, c'est sûr. Mais j'ai peine, je ne peux pas trouver dans ma tête un exemple de personne qui m'ait critiqué et qui ait lu le livre. Cela dit, c'est tout à fait normal. C'est un livre très complexe, en fait. C'est un livre d'anthropologie fondamentale. C'est probablement, en termes intellectuels ou de connaissances anthropologiques, le plus abouti de mes livres. Il y a de longs chapitres sur la place des aborigènes australiens dans le développement de l'humanité. Il y a un chapitre complet où j'expie mes erreurs sur l'analyse du système familial suédois. En fait, c'est quand même l'analyse des rapports de parenté, tout ça, c'est très compliqué. L'analyse sociologique qui suit, en fait, pour la partie moderne, n'est pas particulièrement simple. Donc c'est quand même un livre, faut le lire, hein. C'est pas. Donc je comprends très bien que des agités idéologiques trouvent ça quand même une perte de temps. Est-ce qu'on peut réagiter un peu Oui. l'idéologie pour revenir sur le patriarcat, que son Oui. existence en Europe, est-ce qu'on peut revenir sur cette affirmation? Oui, tout à C'est pas fait. une matridominance, mais... Ça a été très central. C'est vraiment le. Oui, c'est une question que je me posais. C'était le patriarcat, c'était ma critique du concept de patriarcat à activer. Mhm. Parce que vous Bah. ajoutez des adjectifs, enfin vous nuancez... Oui, en fait, parce que en fait, on pourrait se poser la question de pourquoi ne pas avoir conservé ce terme de patriarcat pour rester un peu dans l'utilisation populaire du terme, l'usage populaire du terme, Ouais. parce que ça correspond peut-être dans votre système à la patridominance. Et pourquoi ne pas avoir gardé ce terme de patriarcat pour le livre et l'avoir amendé d'adjectifs qui précisaient votre pensée, en fait. Je sais pas Ça comment. vous aurait peut-être épargné quelques Ouais. attaques. Oui, mais en fait, quand vous êtes en train d'écrire un livre quand même extrêmement compliqué sur le plan intellectuel, votre préoccupation fondamentale n'est pas de s'épargner des attaques. Mhm. Votre préoccupation fondamentale, c'est de vous y retrouver vous-même dans vos concepts. C'est de produire un texte qui est cohérent et qui fonctionne. Moi, mon problème, c'était de mettre les évolutions récentes en rapport avec la littérature anthropologique
des 100 dernières années. Et dans cette littérature anthropologique, le mot patriarcat a un sens précis. Hein, je fais remonter à Le Play et à d'autres, etc. Et quel est ce sens précis? Le patriarcat, ça renvoie à des systèmes patrilinéaires avec une prédominance masculine très très forte, etc. Et donc, je ne peux pas... et ce que je disais, c'est que si vous utilisez, si vous utilisez le mot patriarcat, et que vous voulez simultanément utiliser toute la littérature qui compare les systèmes familiaux et la position des hommes et des femmes dans diverses sociétés du monde, vous vous retrouvez avec dans la même catégorie les paysans du bassin parisien et les montagnards afghans. Et donc vous ne savez plus où vous êtes. Tout est patriarcal dans ce cas-là. Hein? Moi, mon but, c'était de comprendre ces différences, de montrer que l'émancipation des femmes en Occident partait d'un statut des femmes qui n'avait pas été tellement abaissé par l'histoire. Et je veux dire, si vous rentrez le mot patriarcat là-dedans, mais vous y retrouvez plus, quoi, c'est tout. Vous parlez parfois d'un... Mais donc j'ai gardé, et donc j'ai utilisé le concept de patridominance. Donc je vais décrire les chasseurs-cueilleurs ou les paysans du bassin parisien au XVIIIe siècle comme des systèmes de parenté bilatéraux avec la famille nucléaire, un statut relativement égalitaire des hommes et des femmes, mais avec un élément de patridominance s'exprimant particulièrement d'ailleurs dans la gestion du collectif, du politique, de la guerre, ces choses-là. Donc en fait, quand des féministes d'un peu tous les âges parlent de patriarcat, oui. Pour vous, ça correspond peut-être plus à de la patridominance. Écoutez, je ne sais plus de quoi elle parle. Et de domination masculine. Honnêtement, je ne sais plus de quoi elle parle aujourd'hui parce que D'accord. je pense que, si je résume, je pense que les femmes qui parlent de patriarcat sont des femmes qui ont fait des études supérieures, qui appartiennent techniquement à ce que j'appellerais classe moyenne ou petite bourgeoisie, et qui sont en fureur parce que les dernières positions dominantes, que ce soit dans l'accès aux grandes écoles ou dans la gestion de la société, des entreprises, sont encore à majorité masculine. Alors que la partie moyenne de la société est déjà en matridominance. Donc en fait, pour moi, le mot, la dénonciation du patriarcat, c'est quelque chose qui combine un élément authentiquement féminin et un élément de classe. C'est-à-dire la dénonciation du patriarcat, c'est une petite bourgeoisie matridominée qui est en fureur contre ce qui reste de domination masculine dans les classes les plus supérieures. Donc le patriarcat, c'est l'innovation de la matinée pour moi. Là. Le concept de patriarcat, en lui-même, tel qu'il est utilisé, est quelque chose qui se présente comme purement féministe, mais qui en fait contient un fort élément de classe, en fait, et d'une fureur petite bourgeoise. Je suis un type aimable. Monsieur Todd, entre la décision de la Cour suprême aux États-Unis qui ne garantit plus le droit à l'avortement et les déclarations d'Emmanuel Macron qui affirment que l'avortement serait une valeur européenne, comment vous expliquez ces divergences ou ces apparentes régressions par rapport aux droits des femmes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut effectivement séparer l'Europe des États-Unis. J'ai dû rajouter un long développement pour l'édition anglaise de Où en sommes-nous sur cette régression américaine. J'ai un point de vue européen sur la question, donc pour moi c'est une régression. Et ce qui apparaissait, c'était... donc j'avais trouvé des sondages au niveau des États américains sur l'attitude des hommes et des femmes concernant les attitudes pro-life ou pro-choice, donc anti-avortement, etc. Et ce qui apparaissait clairement,
C'était une dimension de classe extraordinaire, c'est-à-dire avec des femmes des classes populaires aux États-Unis. Imaginez l'ambiance trumpiste, favorable à la législation répressive sur l'avortement. Donc en fait, si vous, ça va être, c'est là-dessus que je travaille en fait, actuellement. C'est-à-dire je travaille sur la crise et une certaine forme de déclin de la société américaine qui va nous entraîner très loin certainement. Cette histoire d'avortement en fait partie, mais ça ne peut pas être simplement interprété en termes de féminisme et antiféminisme, parce que les femmes des milieux populaires aux États-Unis sont très souvent du côté de cette législation répressive. Donc ça va être quelque chose d'assez compliqué. Et on n'a pas du tout quelque chose d'équivalent en Europe, même puisque les attitudes d'acceptation de l'avortement sont absolument massives et générales. Mais cela dit, dans la mesure où il existe une petite différence entre les milieux sociaux, dans l'attitude vis-à-vis de l'avortement, le résidu d'attitude répressive en France est plus dans les milieux populaires aussi quand même. C'est une logique de classe que vous développez, avec l'idée qu'un déclin précipiterait le retour à une sorte de réactionnariat, de bigoterie, peut-être. Mais le facteur structurant aux États-Unis, peut-être par rapport à l'Europe, c'est la puissance des évangélistes et des bigots chrétiens. Ça vient des évangélistes, mais ça n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ça n'est plus ça, puisque l'un des phénomènes vraiment récents des États-Unis, c'est l'effondrement des évangélistes. Les gens n'en sont pas conscients. Les gens mélangent tout ici. On voit tout ce qui est absurde pour nous. Je parle même pas en européen, je parle en français là. Donc la coiffure de Trump, sa façon de faire de la politique, les régressions sur l'avortement, les évangélistes, tous ces machins qui nous font sentir que les Américains ne sont pas des gens comme nous, au fond. C'est ça qu'on ressent. Mais là, on mélange tout, en fait. Et en fait, dans la période récente, les évangélistes se sont effondrés et une partie de l'ascension de Trump est associée à la fin du religieux aux États-Unis. Donc en fait, ça vient, les attitudes pro-life sont parties des milieux évangélistes. Mais ce qui se passe maintenant n'a plus vraiment de rapport parce que les évangélistes aux États-Unis, c'est plus le facteur important. C'est-à-dire que Trump et donc les personnes qu'il a pu nommer à la Cour suprême, qui vont rester un certain temps mais pas indéfiniment, c'était en fait un peu le dernier sursaut évangélique aux États-Unis. Pas compétent. D'accord. Pas compétent. Le chercheur doit admettre quelquefois que simplement il n'en a aucune idée. C'est une leçon épistémologique. Alors sur cette leçon épistémologique, nous allons conclure. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Todd, d'avoir accepté de réaliser cet entretien avec nous chez Gavroche Média. Ce fut un entretien riche en contenu et en rebondissements. Nous vous en remercions. Ce n'est pas à moi de le dire. Et n'oubliez pas, soyez Gavroche.